12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à 2 séries, production américaine avec des gros noms et des gros sous. La première est le dernier volet du triptyque sur la Seconde Guerre mondiale par Steven Spielberg et Tom Hanks. Et cette fois-ci, on est avec la Air Force, c'est Masters of the Air. La seconde est une mini-série qui voit l'actrice Kate Winslet en chancelière despote d'une république fictive d'Europe centrale, c'est The Regime. Et nous en débattons ce midi avec vous. Adrien Desnoëttes, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et auteur. Et Jennifer Padjemi nous rejoint dans un instant, journaliste critique culturelle et écrivaine. Soyez tous et toutes les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec la série Masters of the Air sur Apple TV+. Major Egan, you were the first pilot assigned to the 100th. Me and Buck Levin. You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there. Something big is brewing. The 8th will be sending up the largest air armada ever assembled in the history of mankind. Straight into Hitler's territory. Buck et Bucky sont 2 majors, 2 commandants rattachés à la 8e Air Force, au 100e groupe de bombardement ayant pour mission de viser les lieux stratégiques du 3e Reich, usines ou chemins de fer par exemple. L'un est blond, taciturne, génial pilote, l'autre est brun, plus foufou, pas moins courageux, et ils sont beaux. Évidemment, torse nu, les cheveux au vent dans une couleur sépia au pied de leur avion ou le regard fixe concentré dans leur cockpit à éviter les attaques entre danse aérienne et bain de sang des ennemis allemands. Pour ce dernier volet du triptyque consacré aux héros de la Seconde Guerre mondiale, après Frères d'armes sur Terre et l'enfer du Pacifique sur mer, Steven Spielberg et Tom Hanks, toujours à la production, esthétisent les passions guerrières, patriotisme et sacrifice avant tout. De quoi nous envoler ou chuter violemment, Adrien Desnoëttes. Oh bah non, de quoi nous envoler, nous envoyer au 7e ciel pour toutes les raisons que vous venez de très très bien dire. Et j'ai presque envie de revenir sur un mot que vous venez d'utiliser. Vous avez dit cette production de Steven Spielberg. Alors autour de ça, mais vous avez utilisé un mot qui est très intéressant et j'ai presque envie de dire il y a un synonyme qui explique encore mieux le charme de la série. Vous avez dit qu'il esthétise ce qui se passe. Moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que l'enjeu de la production, c'est vraiment de glamouriser ce qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire que on est sur, comme vous l'avez très bien dit, on est sur, en fait, cette espèce de branche dans l'œuvre spielbergienne où Spielberg nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Ça commence de manière aussi documentaire avec des matériaux historiques, avec Le Soldat Ryan. Ça existait déjà dans la carrière de Steven Spielberg, mais Le Soldat Ryan lance vraiment, d'ailleurs avec Tom Hanks à la production, cette volonté de parler de cette guerre, de revenir sur, en fait, ce moment de l'histoire du XXe siècle où l'Amérique a été exemplaire et où l'Amérique a été à la hauteur de ce qu'elle prétend être. C'est vraiment le grand travail de glamourisation de Spielberg. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'insister. Si le charme opère, c'est évidemment pour ce matériau historique très très bien mis en valeur. Moi, par exemple, j'ai découvert le rôle de la Air Force américaine, le rôle précurseur de la Air Force américaine dans la conquête, la victoire finale. Et vraiment, j'insiste aussi, avant même de revenir peut-être sur la dimension très glamour et l'importance de cette glamourisation, dans tout le projet de la série, j'insiste sur le plaisir documentaire pris à découvrir la guerre du cockpit. C'est-à-dire que enfin la fiction américaine se dote des moyens à armer. J'ai presque l'impression qu'Hollywood s'est armé des moyens de nous montrer ça. C'est-à-dire qu'on est à la rencontre de ce que j'appelais tout à l'heure le Soldat Ryan et des meilleures scènes de Dunkerque. C'est-à-dire ce plaisir documentaire à découvrir la guerre d'un point de vue que nous ne connaissions pas. Jennifer Padjemi, bienvenue. Vous êtes avec nous, ravie de vous retrouver. Alors j'ai posé la question à Adrien Desnoëttes. On commence par Masters of the Air. Est-ce que cette série nous fait nous envoler ou chuter? Pour Adrien Desnoëttes, c'est un grand envol. Et pour vous, glamour et dimension documentaire, vous êtes arrivé à ce moment-là. Et pour vous, Jennifer Padjemi? Alors moi, ça m'a plutôt fait chuter. Atterrissage difficile. Voilà. Alors le casting est superbe. Effectivement, comme vous le disiez au départ, Géraldine, il y a plutôt des beaux gosses. On va pas mentir sur ça, mais je pense que justement j'aurais préféré voir un documentaire et pas une série. Et c'est le problème des réalisateurs qui viennent du cinéma et qui s'intéressent à la série, oublient la narration, oublient en fait de nous faire
incarner des personnages et de se les approprier au fur et à mesure. Et vraiment, je me suis ennuyée. Comme pas possible, oui. Et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire, sauf en deuxième partie des épisodes où effectivement il y a un peu plus de temps qui est mis sur la psyché des personnages, sur le deuil aussi qu'ils vivent tous, alors qu'au départ il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'héroïsme et de la guerre sublimée au masculin. Ah non, alors là, non, pas du tout. Adrien Desnouettes. Ah non, là, je fais une grosse distinction. J'ai même pas le temps de poser une question. Adrien surgit. Je réagis. Il y a une différence entre glamouriser l'héroïsme, ce qui est clairement le projet de la série, c'est-à-dire mettre en valeur le courage, la bravoure, les qualités morales de ces soldats, et glamouriser la guerre. Il n'y a pas de glamourisation de la guerre. La guerre, elle est traitée de façon réaliste. Et d'ailleurs, ça participe au spectacle et à la dimension documentaire, et je vous rejoins totalement. Le plaisir, il est d'abord documentaire. Et je vous rejoins même sur votre nuance. Je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment des gens du cinéma qui viennent faire du cinéma dans la série. Et qui viennent même faire du cinéma à la croisée de ce grand plaisir qu'on a, vous savez, sur les épopées d'Arte, sur la Première Guerre, genre Apocalypse. Il y a vraiment ce plaisir documentaire à redécouvrir des choses historiques. Genre, Tonton Spielberg qui nous allume à la bougie, ce qu'on avait presque oublié, quoi. Voilà, que le rôle de la Air Force aux côtés de la Royal Air Force. Le rôle aussi, puisque vous parliez de la deuxième partie de la série, quelque chose que j'ignorais totalement, de cette espèce de deuxième Air Force ségrégée, en fait, autour de la Méditerranée où il y avait une ségrégation. Ça arrive à la fin de la série. Ça arrive. Alors, je suis pas en train de dévoiler un twist, mais on apprend par exemple qu'il y avait des pilotes de l'air, de la Air Force, qui étaient noirs, afro-américains, et qui ne fréquentaient pas du tout, en fait, tous les beaux gosses qu'on voit dans la première partie de la série. Alors, il y a une rencontre qui est un peu artificielle dans un camp de prisonniers, j'en dirai pas plus. D'ailleurs, un peu artificielle, c'est bizarre de retrouver des prisonniers de Toulon à Nuremberg, enfin, il y a tout un tas d'arrangements scénaristiques, mais c'est là que je trouve ça quand même très beau, que ces gens du cinéma aillent chercher la série, qui est en fait ce que regarde tout le monde en masse aujourd'hui, pour essayer de faire ce travail de devoir de mémoire qui était celui que fait Spielberg depuis Le Soldat Ryan. Oui, et c'est pour ça qu'il y a un documentaire qui sort sur le même sujet et qui porte le même nom, alors de manière plus étendue, qui sort le 15 mars. Et donc finalement, si on veut en savoir plus sur cette histoire qui est importante et qui a compté pour les États-Unis, autant regarder un documentaire. Je pense que toutes les histoires ne sont pas de bonnes séries. Alors effectivement, il y a la question quand même du côté documentaire. Vous avez insisté dessus, Adrien Desnouettes, mais moi j'ai vu la série. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très lisible au départ dans les combats aériens et même dans les différentes missions qu'ils ont à accomplir. C'est qu'on ne sait pas vraiment parfois où on en est de la guerre. On est un peu dans la peau des soldats, donc en fait on a l'impression de devoir accomplir des missions sans savoir pourquoi, avec quelle éthique, quels moyens. C'est plus en fait de l'abattage. Où est la dimension documentaire historique dans les premiers épisodes, en tout cas dans la narration des premiers épisodes, qui n'insiste pas tant sur le commandement, sur la stratégie militaire? Elle insiste sur le point de vue des pilotes, et justement sur la confusion, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des idéaux, ils sont formés. Et d'ailleurs, la série commence en Amérique. Elle commence avec Buck et Bucky, donc Austin Butler et Callum Turner, les deux acteurs clairement les plus sexy du game en ce moment. Et du coup, elle commence là, et du coup, elle nous emmène dans un chaos, en fait. Un chaos qu'on aurait eu tendance à traiter de manière assez idéaliste dans le cinéma. Vous savez, on est dans les airs, c'est la Royal Air Force, c'est la Air Force, la Luftwaffe. On a un peu tendance à idéaliser ces gens-là. Notamment parce que on n'a jamais vraiment pu représenter, en fait, ce qu'ils vivaient dans le cockpit. Et là, vous trouvez pas que c'est idéalisé? Ah bah non, pardon. Mais quand on est dans l'enfer des champs de mines aériens, ensuite, justement, la Luftwaffe qui emmène des parce que il faut bien rappeler peut-être au public qu'on n'est pas dans les petits avions facilement maniables. On est dans des gros B-52 ou B-51, P-51, je sais plus comment on l'appelle, qui larguent des grosses bombes, des tapis de bombes. Et donc qui sont à la merci. Si maniables que ça, qui sont un peu lourds, qui sont vieux. C'est des gros tanks à la merci de moustiques qui viennent les attaquer et qui viennent la plupart du temps les décimer en fait. Et donc on est dans le point de vue très réaliste en fait du débarquement du Soldat Ryan, où on avait une vision très idéalisée du débarquement avant que Spielberg fasse ce travail, en prenant pour prétexte un grand film académique hollywoodien où on allait un peu tirer les flonflons sur le rôle de l'Amérique dans la Deuxième Guerre. Qu'est-ce qu'il faisait Spielberg? En fait, il vous montrait la boucherie du débarquement. Et à ce jour, je n'ai jamais vu le débarquement comme quand Spielberg me le montre. Et ben c'est exactement la même chose. C'est le meilleur de Dunkerque de Christopher Nolan, c'est-à-dire ce moment documentaire où on sent que les carlingues sont lourdes, on sent tout le poids, toute la gravité, et là il répète ce plaisir documentaire. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il faudra surtout pas qu'on oublie de parler du glamour. Pourquoi Spielberg fait du glamour? Oui, et alors moi justement, j'aimerais venir aussi sur la caractérisation, parce qu'il y a Buck et Bucky, c'est un petit peu cliché, il y a le brun, il y a le blond, finalement il y a aussi quand même une voix off qui arrive, qui est en fait un des troisièmes personnages, qui est Harry Crosby. On voit aussi à un moment donné le commandant Rosenthal qui arrive à mi-parcours de la série. Sur la caractérisation, est-ce qu'on est vraiment sur des sortes de supports sur lesquels seraient projetées des valeurs en fait américaines, et pas de profondeur, pas de psychologisation de ces personnages?
personnage, Jennifer Padjemi. C'est ça qui m'a profondément dérangée, c'est que j'ai eu l'impression de regarder vraiment des épisodes qui rendaient hommage à cette période de l'histoire, à des soldats martyrisés, endeuillés. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de la présentation. En plus de ça, on a parlé du casting tout à l'heure avec des superstars. Donc il y a le nom de Austin Butler qui joue le blond, le soldat. Qu'on a déjà vu dans Elvis, dans le film Elvis, voilà. Et là dans Dune 2. Et je pense que la plupart du casting, il y a aussi Barry Keoghan qu'on a vu dans Saltburn, qui a été le carton de ces derniers mois. Il y avait vraiment l'idée de se réinventer dans la série, mais tout en conservant un pied dans le cinéma. Et je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est que dans les premiers épisodes, on a du mal en fait à comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi en fait leur trajectoire est plus importante que d'autres histoires. Et j'ai l'impression qu'on était passé au-delà de toute cette mode des années 2000, des films qui reprenaient justement l'héroïsme des soldats américains. Alors il y en a eu des tonnes. Vous l'avez cité tout à l'heure, Dunkerque, qui est plus récent, mais il y avait aussi toute une période où il y avait vraiment cette idée de reprendre l'histoire et de la sublimer avec des acteurs Frères d'armes. Le premier, ça date des années 2000, donc c'était il y a quand même 23 ans. Oui, et je pense que... alors, désolée de mettre le pied dans le plat, mais je pense qu'en ce moment, c'est pas vraiment une série sur la guerre qu'on a envie de regarder. C'est pas vraiment une série qui sublime la violence, même si elle a été héroïque. Et vraiment, je me suis demandé pourquoi cette série sort aujourd'hui. En 2024. Adrien Desnouettes. Justement, je pense que c'est précisément pour être en porte-à-faux avec les attentes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui serait attendu aujourd'hui sur une série ou un film de guerre, ce serait de un peu réactualiser, peut-être de déconstruire, exactement comme on a fait dans les années 70, quand on s'est beaucoup plus intéressé, non pas à la Deuxième Guerre, où l'Amérique en sortait avec le beau rôle, mais la guerre du Vietnam. On avait bien compris que l'Amérique faisait n'importe quoi de sa puissance. Et Spielberg a toujours fait l'inverse. C'est-à-dire que sa génération a fait des films sur le Vietnam, Coppola, Scorsese, même de manière détournée. Lui a toujours voulu renouer avec l'héroïsme. Mais pourquoi ? Avec une forme d'exemplarité et donc de mythe américain dans lequel on pourrait à nouveau croire. Et moi, ce que je trouve très beau avec Masters of the Air aujourd'hui, c'est qu'en fait, il l'a fait aujourd'hui, justement. Aujourd'hui où on est dans un moment de crise où, j'ai envie de dire, l'opinion, surtout américaine, s'archipélise. Et il y a un peu un côté où Spielberg nous dit, oui, on peut croire dans les qualités morales de ces héros. Bien sûr qu'ils sont beaucoup plus beaux à l'écran qu'ils ne l'étaient en vrai. D'ailleurs, la série se termine sur les vrais portraits des vrais aviateurs qui n'étaient pas du tout Austin Butler. Parce que c'est quand même une série de devoirs de mémoire. C'est une série de devoirs de mémoire. Mais pourquoi ? Pour recroire à nouveau en des mythes communs et pour recroire à nouveau en des valeurs communes. Celle de l'Amérique. Pourquoi en fait, la valeur guerrière ? Mais c'est pas la valeur guerrière, c'est la valeur de la démocratie où l'Amérique défendait. Ou du patriotisme. Disons le camp de la raison. Non, le patriotisme. Oui. Si c'est. Oui, mais s'il y a bien un moment de l'histoire où on peut reconnaître, pardon, c'est pas pour faire du pro-américanisme primaire, mais s'il y a bien un moment de l'histoire où on peut reconnaître aux Américains qu'ils ont joué un rôle plutôt positif et dans lequel ils ont le droit de faire, de rappeler ce qu'ils ont eu comme rôle dans le XXe siècle, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais est-ce qu'on a véritablement besoin de ça aujourd'hui ? Je pense que oui. Je ne pense pas. Et surtout l'Amérique. Et surtout, il y a quand même quelque chose qui manque terriblement. Ce sont les personnages féminins qu'on voit de manière parsemée tout au long des épisodes. Et à la fin, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les soldats afro-américains et on voit plus de femmes. Et il y a vraiment cette idée de concentrer tout sur une forme de, désolé, masculinisme et d'héroïsme vraiment viriliste. Et je trouve que j'ai été gênée parfois en regardant certains épisodes parce que à part se vanter d'un patriotisme américain, je ne sais pas à quoi ça sert. Et véritablement, j'aimerais beaucoup savoir quel est le public concerné par cette série, parce que cette série cartonne en ce moment aux États-Unis, a de super bonnes notes sur tous les sites de notation. Et j'aimerais bien savoir quel est le public concerné. Adrien Desnouettes, et vous allez aussi boucler sur le glamour. Oui, mais alors, j'ai envie de citer une phrase qui est très belle dans la série. C'est justement quand on s'intéresse à ces pilotes afro-américains qui auraient toutes les raisons, et c'est ce que leur disent les Allemands d'ailleurs, de ne pas défendre l'Amérique vu comment on les traite là-bas. Il y a la ségrégation, on est sous ce régime-là. Et le personnage répond quelque chose de très beau. À un moment où il ne doit pas parler, en fait, il parle quand même. Et il dit, est-ce que vous connaissez mieux que cette Amérique-là ? Est-ce que vous auriez fait mieux ? Et il dit, l'Amérique s'achemine, essaie d'être fidèle aux valeurs qu'elle proclame et qu'elle défend. Et à ce moment-là, moi je pense qu'aujourd'hui, dans l'état de division, de fracture un peu flippant avant les échéances électorales qui arrivent, je pense que c'est important, et notamment de la part de Spielberg, qui, il y a 25 ans au moment du Soldat Ryan, ne mettait pas en scène de personnages noirs, par exemple. Aujourd'hui, il le fait, et il met plus... Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, on est dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, mais il le fait aussi, il met en place... mais les héros de la résistance
elles prennent des visages féminins, par exemple. Oui, complètement, mais les soldats noirs, juste pour mettre des soldats noirs, ce n'est pas intéressant. J'aurais préféré une série qui parle justement de cette tranche de l'histoire dans cette épopée, parce que on a moins de documentaires, on a moins de documentation justement sur ces soldats. Plus que de le mettre de manière, on se dit je l'ai fait à la fin, c'est fait. Il y a vraiment cette idée de saupoudrer. J'ai coché une case, de mettre des personnages en fait, de faire valoir, qui ne servent pas véritablement à l'histoire. On est en train de dépasser le temps là sur cet objet. Juste un dernier mot sur le glamour. Vous vouliez insister. Vous avez commencé par ça, Adrien. Finissez avec l'idée du glamour. Je pense qu'en fait, il y a un devoir de mémoire chez Spielberg, vous disiez tout à l'heure, et il est double en fait. Il y a un devoir de mémoire par rapport aux épisodes de l'histoire, clairement, c'est la matière documentaire, on en a beaucoup parlé. Et il y a aussi un devoir de mémoire, j'ai presque envie de dire très Spielbergien, par rapport au langage hollywoodien, qui est celui du désirable, qui est celui du glamour, qui n'est pas superficiel. C'est aussi l'idée de montrer à l'écran les qualités morales de ces personnages. Donc, je le disais tout à l'heure, courage, bravoure. Et comment on peut montrer ça? Et ça fait partie de l'incarnation à l'hollywoodienne dans ce langage-là. C'est de les rendre plus beaux que la normale, plus beaux qu'ils n'étaient. Cette glamourisation fait partie aussi de l'attachement qu'on va avoir pour les personnages. Et Spielberg, aujourd'hui, pardon, mais l'un des derniers à le faire. Et ça n'est pas si consensuel que ça de le faire. Bienvenue dans les opérations spéciales, les enfants. On va aller leur faire mordre la poussière. Coproduite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, Masters of the Air sur Apple TV+, avec notamment Austin Butler et Callum Turner. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et nous parlons à présent de The Regime sur HBO. When I became your chancellor, I did so with a heavy heart. But just know, you fill me with all the love I'll ever need. And so, I bless you all. And I bless our love. Always. Elena Vernam est la chancelière d'une petite république d'Europe centrale sur le point de s'effondrer. Et c'est avec elle, despote qui refuse de voir le pouvoir lui échapper, que ces 6 épisodes nous proposent de passer une année. Entre les menaces extérieures qui convoitent ses mines de cobalt et les menaces intérieures, courtisans et autres comploteurs, Elena Vernam a de quoi être angoissée, multipliant les décisions arbitraires à l'égard de ses opposants, les interventions populistes, la violence contre ses alliés, mari et amants compris. Dans le sillon des séries politiques avec des femmes qui mènent le jeu, Borgen, The Crown et d'abord House of Cards, voici donc The Regime avec Kate Winslet qui a des airs de Giorgia Meloni, une satire politique, mais pour dire quoi, Jennifer Padghemi, qu'en avez-vous pensé ? Oh là, ça commence mal. C'est une mauvaise journée aujourd'hui pour les séries américaines. Je n'ai pas du tout aimé, pour la simple et bonne raison que la satire ne va pas jusqu'au bout. On ne comprend pas grand-chose à l'histoire. Alors oui, on comprend que c'est une dictature d'un pays fictif de l'Europe centrale. Sauf que cette manière de mettre en place cette femme chancelière jouée par Kate Winslet n'a aucun sens avec cet accent qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est un accent britannique? Est-ce que c'est un accent, Elle joue un accent mélangé de l'Est, etc. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il y avait plein de choses à dire sur le fait d'avoir un pays incarné et gouverné par une femme d'une main de fer. Mais le problème, c'est qu'on passe vite sur ses émotions, sa psychologie, sur pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et je pense que ce qui m'a vraiment manqué, c'est le fait de pouvoir m'attacher à un personnage horrible, car c'est possible de pouvoir comprendre son comportement et se dire... Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et là, en fait, l'absurde ne va pas jusqu'au bout. Et à chaque fois, il y a cette limite où on se demande si c'est fictif ou si c'est l'imitation d'un pays existant ou d'une personne qui gouverne réellement un pays de cette manière. Et donc, je pense que cette manière de toujours jouer sur les deux tableaux ne fonctionne pas. Et il aurait fallu vraiment soit aller dans l'humour total ou soit aller dans un réalisme primaire.
Adrien Desnouettes, vous hochez la tête, vous êtes d'accord? Ah, je suis absolument d'accord avec Jennifer Padjemi. Et je suis d'ailleurs d'autant plus d'accord qu'elle vient de faire une alternative, d'ouvrir sur une alternative. Il y avait effectivement 2 hypothèses de réussite. La première, c'était de jouer sur quelque chose d'un peu ambigu, qu'on s'attache au personnage. Et je suis d'accord, j'y avais même pas pensé. Parce qu'en fait, je vous dirai pourquoi j'y ai pas pensé, mais c'est lié au rôle, à la performance de Kate Winslet, qui est plutôt dans un truc très repoussant. Mais j'avais pas pensé, effectivement, ça aurait pu être très intéressant qu'on se mette dans la peau d'un dirigeant autoritaire, au point de presque d'avoir un peu d'empathie pour lui, ce qui n'arrive absolument pas. Bon, première hypothèse rejetée. Et je suis d'accord, ça n'arrive pas, ça aurait été intéressant. La deuxième, c'est évidemment les cibles de la satire. Et je rejoins totalement Jennifer aussi. Ça va dans tous les sens, ça s'éparpille. Alors que, à la fin du premier épisode, je pensais que quelque chose d'intéressant allait se jouer. En fait, pendant tout le premier épisode, c'est des épisodes d'1 heure, donc c'est un peu long, on a le temps de développer les personnages, je me dis d'accord, on est dans une république autoritaire fictive, très bien, on voit un peu des reflets de Russie, on voit des reflets de Bachar al-Assad, pourquoi pas, qui dénigre totalement son peuple, qui est dans le déni de la déconnexion avec son peuple. On voit des reflets de Donald Trump, évidemment, cette tentative autocratique et tout ça, d'être complètement déconnecté. Bon, très bien. Et à la toute fin, le premier épisode vous laisse miroiter qu'en fait, la vraie satire qu'on va faire, c'est sur l'Amérique. C'est sur le rôle très ambigu et très perfide de l'Occident, au sens large, l'idée par l'Amérique, enfin dominé par l'Amérique, en fait, pour semer la zizanie dans les pays pauvres et dans les régions les plus, politiquement les plus instables. Et je me suis dit, ça va être intéressant. Parce que les personnages sont effectivement haïssables. Et je me suis dit, on va aller très très loin là-dedans. Et pas du tout, en fait. Je me suis rappelé, dès le 2e épisode et le 3e, qu'on était plutôt chez Stephen Frears, qui est un vieux monsieur. Et je pense que cette satire... C'est réalisé par Stephen Frears. C'est réalisé, mais même je vois presque le regard d'un réalisateur vieux qu'aurait pu faire cette fiction-là il y a 25 ans. Je pense à un détail, je vais vous donner un détail très précis dans le fonctionnement. Vraiment, on est aussi, pourquoi pas, dans l'idée, on aurait pu décortiquer la mécanique de l'autoritarisme et de la propagande. Il y avait un rôle important à mettre à jour, c'est celui des réseaux sociaux, par exemple. Et en fait, pas du tout. On va complètement mettre de côté les réseaux sociaux, alors que c'est censé se passer aujourd'hui, et on va mettre au devant la télé, comme si on faisait la satire d'un régime un peu berlusconien. Et tout paraît un peu vieillot comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, elle sait pas exactement de quoi elle se moque, Donc cette série. la satire est datée, c'est ça? Déjà, elle manque de mordant. Moi, je trouve que c'est un peu mou du genou. Et en plus, ça aurait pu être fait il y a 30 ans. Je précise que c'est réalisé donc par Stephen Frears et aussi Jessica Hobbs, qu'on retrouve donc Kate Winslet, actrice, mais qu'elle produit aussi la série. C'est important de le dire, notamment pour la place qu'elle prend à l'écran. Et puis, il y a quand même des noms. Il y a Matthias Schoenaerts qui joue dedans. Il y a Guillaume Gallienne qui joue son mari. Il y a tous les ingrédients, mais a priori, ça fonctionne pas, notamment à cause de cette satire ratée. Oui, sur la place des réseaux sociaux, il y a une tentative à un moment, parce qu'elle essaye de poster sur Instagram, on ne comprend pas très bien, et on n'arrive jamais à savoir si c'est à notre époque ou si c'est dans les années 90 ou 80 ou 70. Et donc même il y a un flou sur l'époque, la temporalité choisie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le scénario a été écrit par Will Tracy, qui est le scénariste aussi de The Menu. Et The Menu est un film qui a beaucoup divisé, mais j'avais beaucoup aimé, parce que justement la satire allait jusqu'au bout. Il y avait une ironie vraiment explicite, et donc à la fin on se retrouve en se disant bon, c'est du n'importe quoi, mais ça fonctionne. Ici, mon problème, c'est que Kate Winslet, qui produit la série et qui est vraiment centrale dans la mini-série, je sens qu'elle a voulu se donner un autre rôle après l'avoir vue dans Mare of Easttown notamment. Dans une autre ambiance. Une autre ambiance, plutôt déglinguée, plutôt dépressive, etc. Là, il y a quand même du glamour qui est ajouté à ce vilain personnage. Donc on ne sait pas si on doit être admiratif en fait de ce personnage-là, en se disant un rôle féminin, un rôle de dictateur, mais au féminin. Donc en fait, on va s'emparer aussi de ce stéréotype de genre, où en fait on doit s'en moquer et du coup en fait pulvériser toute idée de tyran, c'est ça? Oui, on ne sait pas quoi penser, surtout que il y a des moments où on essaye de nous faire comprendre qu'elle est endeuillée, que elle a potentiellement la ménopause, qu'elle a des sautes d'humeur en tant que personnage féminin, en tant que ce qu'elle est censée représenter dans la société, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. Et même cette tension sexuelle qu'on peut voir avec donc ce soldat qui vient la protéger, incarné par Schoenaerts, et jamais trop clair. C'est que à la fois, moi, c'est ce qui m'a intéressé, où j'avais envie de voir jusqu'où ils vont aller, et en même temps, le moment où ils vont, alors sans dévoiler l'intrigue, au moment où ils vont jusqu'au bout, ça retombe en fait comme un soufflet. Et donc on n'est jamais trop
investi dans les personnages. Adrien Desnouettes. Oui, alors sur le rôle de Kate Winslet, donc il faut quand même préciser qu'elle fait une performance assez époustouflante. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose il y a une stratégie là-dedans. Je pense que la stratégie de la satire, c'était de miser sur l'exotisme. C'est-à-dire, c'est un pays imaginaire dans une Europe centrale très très mal définie. Et donc, en fait, ça permet de mettre là-dedans plein de cibles dont on va pouvoir se moquer. Et j'ai l'impression que le film s'en tient à des cibles consensuelles, quand on pense que c'est une production HBO américaine, les dérives autoritaires des démocraties faibles sur le plan des institutions, tout ça, des fausses démocraties en fait. Donc en fait, on se moque un petit peu de ce lointain. Et je trouve que Kate Winslet fait une autre satire. Et moi, la satire de Kate Winslet, elle m'intéresse plus. Moi, je trouve que Kate Winslet, en fait, elle fait la satire qu'on n'a jamais réussi à faire de Donald Trump. Comment elle le fait? Elle essaie de... Vous parliez de glamour, moi je trouve de monstruosité. Je pense qu'elle essaie de elle essaie de se déformer, elle essaie de donner une moue de prononciation qui la rend très irritable. Mais exactement comme Donald Trump est irritable quand vous le regardez un peu longtemps et vous constatez qu'il a même un défaut d'élocution que vous en venez à détester alors que c'est pas de sa faute. Mais elle essaie de recréer ça. Elle essaie de créer du rejet, un truc repoussoir. Comme s'il avait fallu ce temps-là pour enfin trouver l'angle de tir et caricaturer un personnage déjà caricatural qu'est Donald Trump. Sauf que, et c'est ma grande déception, le film ne fait pas cette satire-là. Le film fait une satire de quelque chose beaucoup plus consensuel et que je disais un peu ringard tout à l'heure. Et qui serait lointain. Jennifer Badjani. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites le film, et c'est peut-être la réponse en fait la série, pardon. Tout ça, c'est que ça aurait dû être un film, ça aurait pu être un film. C'est le même problème pour vous que Masters of the Air, c'est-à-dire qu'on a des réalisateurs qui se frottent à la série. Et c'est l'ambition de la série américaine de faire du cinéma à la série. Exactement, et juste pour préciser, la performance de Kate Winslet, je la trouve plutôt ratée par rapport à l'aura de cette actrice. Elle m'a même fait beaucoup penser à Gillian Anderson qui a essayé de camper Thatcher dans l'une des saisons de The Crown. Et ce truc forcé, ce truc de mimique ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut revenir à des séries, à des mini-séries en fait qui ont un propos plus clair. The Regime sur HBO, série créée par Will Tracy, réalisée par Stephen Frears et Jessica Hobbs, donc qui a réalisé aussi des épisodes de The Crown, avec notamment Kate Winslet. Merci à tous les deux, Adrien Desnouettes, Jennifer Badjani. Toutes les références et les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.